Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch UR Thunder France, c'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver, j'ai pris mon balai, je l'avais dit. Félicitations Charlie, on a sweepé ces Pelicans. Non, je suis très content de vous Yes. retrouver après trois très bons débriefs que vous ont produit la team sans moi. Ça se passe très bien sans moi, il n'y a pas besoin que je sois là. On a pris le balai, on va bien sûr vous parler du match 4 qui s'est passé il y a maintenant une nuit on va dire. Et on va débriefer un tout petit peu cette série. Vous avez déjà eu un suivi très complet. Donc merci à tous ceux qui sont présents, ceux qui ont suivi un petit peu ces débriefs et tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, et notamment TechTech qui a lâché un prime incroyable. Donc merci à tous. Et puis je suis avec Charles Elie et Tom que vous avez retrouvés sur différents débriefs. Comment ça va les gars? Ça va super, ça ne peut que aller pour ma part, ça ne peut que aller. Vous savez très bien pourquoi mon prono est passé, je suis le devin de la série. Voilà, prochain prono, prochaine série, on laissera Charlélie faire le prono tout seul, hein. Ça sert à Voilà, rien qu'on Carrément. donne notre avis. Moi j'ai sorti le bloc exactement. off, on est là, Ouais, 4-0, il est temps on a sorti le merch. de se montrer, hein. J'ai Exactement. j'ai failli mettre le maillot, mais je le mettrai peut-être pour la preview, je sais pas, je verrai, Faudrait que je mette mais en tout un cas, sound effect d'aboiement aussi, ça pourrait être drôle. Quand il y a un prime ou un grave, abonnement, ça serait incroyable. oui, Ça serait incroyable. ça serait, ça serait- Non, vous avez compris, on est très content, bah, bien sûr, de ce premier tour qui s'est quand même très bien passé. On va y revenir sur le match 4 et vous avez très bien analysé les trois premiers matchs qui au final sont bien passés. Et ensuite, on conclura un tout petit peu sur la série avec un ou deux points chacun pour conclure et que voilà, on finisse pas trop tard avec tout et qu'on puisse enchaîner rapidement. Ensuite, dans le futur, sur le second tour, on a un peu de temps. On aura une semaine pour se reposer, une semaine pour préparer tout ça. Mais voilà. Du coup, petit résumé du match 4. Je prends la place de Constant pour ça. Petit résumé du match 4. Match qui conclut la série. Voilà, on l'attendait. Ça a débuté, on va dire, sur un rythme plus bordélique que les autres matchs, j'ai envie de dire, mais pas pour autant que ça scorait plus, hein. C'était vraiment pas beau. Et globalement, toute la première mi-temps, pas vraiment d'adresse, beaucoup de pertes de balles des deux côtés, pardon, et des pertes de balles de poussins, j'ai envie de dire, des fois, voilà, vraiment des trucs, on se rip sur le pied, on jette la balle en touche, voilà, vraiment pas exceptionnel. Les défenses étaient bien en place, bien sûr, mais vraiment pas exceptionnel, notamment sur la première mi-temps, un petit peu sur le troisième quart-temps. Et sur la première mi-temps, on a un très bon J-Dub qui porte un petit peu l'attaque d'OKC. On a des Pels qui s'appuient un peu plus sur Valanciunas par passage, qui provoque pas mal de fautes, mais c'est vraiment pas fou. Et c'est par contre très serré tout le long. Il n'y a pas plus je crois, sur la première mi-temps, il ne doit pas avoir plus de 4 points d'écart si je ne me trompe pas. Et le troisième quart-temps, un petit peu dans la même veine, mais j'ai beaucoup mieux aimé. On en parlera, l'agressivité qui a été mise par passage par OKC, même si ça s'est pas forcément débouché sur des runs, etc. Et que offensivement, c'était toujours très compliqué. Et puis vient le quatrième quart-temps, et là, pour le coup, c'était un beaucoup plus fun à regarder, beaucoup plus intéressant, avec les Pels qui lancent clairement leur dernière force, j'ai envie de dire, dans la série, qui essayent de faire un run, qui prennent deux fois plus 5 d'avance, et OKC qui répond, avec Guidi notamment à 3 points, avec J-Dub qui met des gros paniers, notamment deux gros 3 points pour tuer le match, et ça fait un 18-2 au total sur le milieu du carton. Tu passes de moins 5 à plus 10 et le match est plié, parce qu'on le dira, mais on n'a presque pris jamais de run des Pelicans qui n'ont jamais réussi à vraiment enflammer la série ou enflammer un match. Donc un Guidi très adroit, un J-Dub en mode quatrième carton, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Et donc, malgré un Shea, on en reparlera, pas sans sas, malgré de la maladresse, notamment au lancer franc, ça passe parce que la défense est très présente. Ça aussi, c'est un point que je vais beaucoup insister et que vous l'avez beaucoup fait sur les trois premiers matchs. Mais vraiment, on a fait le taf, on va dire. On a fait le taf face à des faibles Pélicans, ça aussi, on pourra le dire. Voilà pour le petit résumé. Je vais vous lancer tout de suite, messieurs. Tom, un petit peu ton ressenti ou ce qui t'a marqué sur ce match-là, de quoi tu as envie de parler déjà en premier lieu. C'était dégueulasse, hein, déjà, regardez. C'était franchement pas ouf. Enfin, pour les amoureux du basket offensif, en tout cas, c'était pas le match à regarder, hein. Honnêtement, c'est- c'était compliqué. Et c'est peut-être la pire attaque des équipes de playoff. Défensivement, c'est une équipe très, très cohérente, match très serré tout du long. Et ce que j'ai envie de retenir, c'est le bon niveau défensif d'OKC, qui a, qui a fait un mauvais match offensivement, qui peut faire beaucoup mieux, on l'avait vu sur les matchs 2 et 3, mais qui malgré ça n'a jamais
été beaucoup mené, et le seul run qu'on ait vraiment eu dans le match, c'est en fin de match, quand OKC enchaîne les paniers. On parlera de Josh Giddey, Josh Giddey plus tard notamment. Mais quand OKC prend 8 points d'avance, 8 points d'avance, je ne sais plus si on passe à 10, mais c'est le seul run du match, et c'est le run qui décide de la victoire du Thunder. Donc ouais, faut retenir la belle prestation défensive tout du long de la série, dont ce dernier match, où on avait vraiment besoin d'avoir une assise défensive, notamment les classiques Chet Holmgren, Lou Dort, qui ont encore été dominants de ce côté du terrain et qu'on fait vivre un enfer aux Pélicans. Avant de te donner la parole, Charles-Élie, je coupe juste. On essaie un nouveau moyen d'enregistrer, de diffuser. Donc peut-être que ça saute des petits moments. Ça a sauté un petit peu des fois, Tom, mais on t'a bien entendu. Donc vous inquiétez pas, c'est en cours de. On va voir comment ça se passe. Sinon, on repassera par Discord. Et je remercie tous les nouveaux qui arrivent et tous les compliments. Vas-y, Charles-Élie, je te laisse parler. C'était juste pour préciser. Ouais, pas de souci. Ouais, bah, de toute façon, globalement d'accord. On a été solide défensivement sur ce match et ça a complètement reflété l'ensemble de la série. Et ça montre également, moi c'était plutôt de ça que je voulais parler, la différence avec les Pels qui eux aussi, tu l'as bien dit Tom, s'assoient sur une très très bonne défense, mais contrairement au Thunder, ne parvient pas à créer des momentum, enchaîner en attaque, rentrer ses 3 points, que cela soit, ça peut être sur tout le long du match ou par séquence. Et c'est là la différence avec le Thunder, c'est que le Thunder, même dans ce match où on n'a pas été bon offensivement pendant 3 quarts temps, on a réussi enfin pendant le quatrième quart-temps, dans le Money Time, à rentrer des 3 points, à enchaîner en attaque, à avoir des joueurs qui step up. Et ça a été la grosse différence avec les Pels, et c'est aussi été le cas sur toute la série. On y reviendra. Mais voilà, en fait, les Pels, ils ont un petit peu le même fonctionnement et le même système de jeu que le Thunder, avec une défense très agressive sur les ailes, une envie de gagner des ballons et en attaque, essayer de jouer sur du driving kick. Sauf que le Thunder l'a juste fait beaucoup mieux, et que cela soit des deux côtés du terrain. Euh, et surtout, en fait, le Thunder a un roster et un personnel qui est bien plus construit et bien plus équipé. Voilà, on va reparler de l'adresse à 3 points où, par exemple, sur ce match, on ne met rien dedans. Et Giddey et J-Dub marquent, ça fait 5 3 points au total chacun, ce qui nous permet de prendre le lead. Et c'était le cas sur toute la série. Hmm. Non, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, ce qui m'a marqué un petit peu sur ce match, c'est qu'on était vraiment dans la lignée des 3 premiers, en fait. Pour moi, c'est pas une copie conforme parce que le premier a été plus serré. Après, sur les autres, il y a eu un run d'OKC à un moment, des fois il y a eu de l'adresse, des fois pas. Mais en fait, dans ce que proposent les autres équipes, soit OKC met pas les tirs et c'est serré, soit OKC met les tirs et on prend le large, en fait. Concrètement, on pourrait presque résumer à ça. C'est très réduit, mais on pourrait presque dire ça. Et vous l'avez bien dit, en fait, défensivement, on avait deux équipes qui étaient très fortes sur les porteurs de balles. Encore une fois, sur ce match-là, il y a eu peu d'accès au cercle, à part pour J-Dub. Ça a été compliqué d'aller finir au cercle. Par contre, il y avait beaucoup de 3 points ouverts. Encore une fois, on en a loupé je ne sais combien, notamment de Chet. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais en fait, j'ai pas vu tant de ça d'ajustement vraiment en profondeur, quoi. Il n'y a pas eu de choses qui ont clairement changé d'un match à l'autre. Il y a eu des petits ajustements. J'en reparlerai. On a notamment vu un peu plus Lou Dort sur pick and roll sur ce dernier match, ou en pick and pop d'ailleurs, même quand il y avait Chet sur le terrain. On a donné un peu plus la balle à J-Dub pour les sécher un peu en soliste. On a eu 3 minutes de Jordan Hawkins et 3 minutes de Kenrich Williams, que vous avez annoncé d'ailleurs dans l'épisode 3, je crois, qui ont été transparents, je ne sais pas s'ils ont touché la balle, je crois à peu près, ils ont pris un rebond, peut-être un truc comme ça. Donc non, il n'y a pas eu tant d'ajustements que ça. Ingram a encore une fois été en grande difficulté, et donc du coup, c'est un peu la faiblesse des Pélicans. T'avais personne pour créer du jeu, et quand tu brides en plus Ingram de la manière que Lou Dort l'a fait, ça devient très compliqué pour eux. Et donc, ouais, c'est vraiment défensivement où dès que t'as encore une fois créé plein de turnovers, bon, les Pelicans t'en ont donné plein, mais je crois qu'à un moment, les deux équipes perdent des ballons, sauf qu'OKC, sur les turnovers, on avait mis genre 12 points, et les Pelicans, c'était à 0. Donc en fait, même dans l'exploitation des transitions, t'as une vraie différence entre les deux équipes, et dans la polyvalence et dans les options que t'as sur le banc ou dans le sac majeur, où nous, certes, on fait souvent les mêmes choses, etc. Et le banc m'a pas archi convaincu sur la série, j'y reviendrai. Mais globalement,
tes joueurs sont meilleurs, ta superstar est meilleure, ton deuxième joueur est meilleur, ton troisième... Enfin, on fera la liste comme vous avez fait, que peut-être c'est le cinquième joueur qui est le meilleur chez les Pels. Mais ouais, pour moi, tu avais vraiment de la marge, en fait, face à cette équipe-là. Tu avais vraiment de la marge, et à partir du moment où tu as gagné le 3, tu savais que c'était plié, hein, de toute façon, mais voilà, tu savais que ça allait dérouler pour moi. De toute façon, les Pélicans, pour débloquer la situation, il leur fallait un retour de Zion absolument. Parce que tu vois qu'Ingram n'est pas assez dominant pour pouvoir débloquer de l'attaque à lui seul. Et on l'a dit, tu vois, il y a eu du driving kick un peu des deux côtés, sauf qu'OKC, c'est chez J-Dub qui attaque le cercle, Jones, qui sont balle en main et qui doivent créer des décalages. Donc ouais, on a eu une équipe, dire que c'était une équipe assez faible au vu du niveau des playoffs, peut-être un peu réducteur, parce que défensivement, c'était très cohérent, mais franchement, il manquait cruellement de talent offensif pour inquiéter le Thunder. Et spoiler, ce sera pas la même plus tard. Ce sera pas la même dans quelques temps. Non, oui. Ouais. S'il n'y a pas de blessure. Ouais. S'il n'y a pas de blessure, ouais. Mais ouais, t'avais vraiment pas assez de ball handler, pas assez de shotmakers qui pouvaient inquiéter la défense du Thunder. Et surtout quand t'as des individualités comme Lou Dort qui annihilent complètement un joueur comme Ingram. Et en plus, donc ça montre bien quand même l'énorme performance défensive des Thunder, mais aussi la calamité offensive des Pels. Bon, c'est un petit peu sauté Charlie Lee. Tu l'as dit, Pierre, ils ont tenté Jordan Hawkins. Ouais, carrément. Ah mince. Ils ont tenté Jordan Hawkins, mais 3 minutes, quoi. 3 minutes, il a pris 2 tirs, c'est pas rentré. Et c'était pas des tirs franchement ouverts parce que y a pas de décalage créé. Donc le mec a beau être un super shooter, c'est compliqué quand tu as toujours une main dans la gueule parce que personne peut créer des décalages et agresser le cercle. Non, je suis d'accord. En fait, tu avais vraiment l'impression, et encore une fois sur ce match-là, qu'il n'y avait aucune solution pour les Pelicans. Tu avais 2-3 tirs en transition, des fois tu te retrouves avec Earl Jones qui doit driver sur jeux placés. Bon, des fois tu as Valanciunas qui servit poste bas, mais alors si c'est ça ton option offensive, t'as pas grand chose à espérer en post-saison. Enfin, vraiment, ouais, c'était. Alors, effectivement, si tu rajoutes Zion, c'est une autre paire de manches, c'est autre chose. C'est carrément autre chose parce que tu as un joueur capable de se créer pour lui, tu as un joueur qui te pose beaucoup de problèmes potentiellement pour OKC, on l'avait dit. Mais là, il est pas là. C'était vraiment triste. Je pense que les fans des Pelicans, si j'en ai vu d'ailleurs pas mal, même le front office doit se poser des questions un peu sur la construction, sur tout ce qu'ils doivent adapter pour eux, parce que t'as personne, donc défensivement c'est très facile. Après il faut pas enlever de la valeur à ce qu'on produit, un Dort, un Chet, et ça j'en reparlerai à la fin sur la série au global. Leur performance défensive sur 4 matchs, elle est exceptionnelle, et t'as peu de trous, t'as été très fort là-dessus. Quand t'as un Cason Wallace qui rentre, qui a été une satisfaction hier je trouve, qui rentre, qui fait 2-3 possessions sur Ingram, qui lui fait perdre 3 ballons, c'est dur pour les Pelicans quand tu n'arrives pas à trouver des solutions là-dessus. Mais je les ai trouvés sans ajustement, sans solution, encore une fois, à part le mini tentative d'Hawkins qui n'est même pas resté alors qu'il aurait pu. T'avais pas grand-chose, et OKC n'avait pas grand-chose à changer au final. T'as peut-être eu moins de pick and pop avec Chet où il les mettait pas, du coup tu l'as mis un peu off-ball. Tu l'as fait un peu jouer plus près du cercle, et notamment une passe pour Guidi qui m'a bien plu en transfert d'un post-up à l'opposé. Je pourrais pas mettre les images contre Constar, mais j'imagine que vous voyez, c'était un gros tir pour revenir à -2. Il y a eu quelques situations un peu évoluées comme ça, un peu de trucs sur Shea aussi que j'ajouterais, mais bon, t'es dans la lignée du reste, il n'y a pas eu de grands changements, il n'y a pas eu d'adaptation de 5, on a eu un peu de small ball d'OKC du coup, mais très peu. Les Pels l'ont pas tenté forcément. Ça aurait pu être peut-être une solution pour eux, j'en sais rien. Enfin voilà. Ouais, non, mais tu vois, même Valanciunas qui a tenté du post-up, s'il avait le passing de Sabonis, là ça nous aurait posé problème. Mais Valanciunas, c'est pas un passing exceptionnel, c'est un intérieur plutôt classique à ce niveau-là, donc ça ne posait pas trop de problèmes. Et pourtant, c'est un match où le déroulé du match, c'est exactement ce que voulaient les Pélicans et ce que pouvaient espérer les Pélicans. C'est OK, s'il met rien, OK, s'il fait des erreurs, tu défends bien, ouais, et tu arrives dans le money time. Sauf que, on l'avait dit même dans la preview de la série ou dans les récaps, les Pélicans, c'est pas une bonne équipe dans le clutch.
notamment parce que le shotmaking, il y a pas grand monde, quoi. Donc là où OKC, bah, J-Dub dans le clutch, bon, Bah, laisse tomber. c'est quand même pas dégueulasse. Et tu vois, Ouais. même ce match 4 qui était le bon scénario pour la Nouvelle-Orléans, c'est quand même pas passé parce qu'il a suffi d'un run, quoi. Ouais. Mm. Bah, de toute façon, c'est souvent dans le clutch que tu vois si tu peux créer pour toi-même ou si t'as quelque chose qui est en place, quoi. Et la différence a été flagrante. Il y a eu un vrai clutch parce que celui de hier ou d'avant-hier, c'est pas. Pour moi, il se joue un peu avant le clutch, on va dire dans le quatrième quart. Ouais. Mais ouais, mais je suis d'accord avec toi. On a une petite question sur Shea de Kamel qui nous dit en étant un minimum critique, est-ce que vous êtes pleinement satisfait du run premier tour de Shea? Ça tombe bien, c'était l'un des premiers joueurs moi que je voulais aborder, notamment d'abord sur le match 4 où il m'a pas forcément convaincu. Est-ce que Charlie, tu partages un peu ce sentiment sur Shea? Ouais, sur le match 4, c'est sûr il a pas été dedans finalement. Déjà, il a raté beaucoup de lancers francs, 7 sur 13 au lancer, ce qui est assez inhabituel pour lui. Il a bien été pris par des joueurs différents que Jones. Ça, c'est un Hmm. truc que les Pels ont tenté, dont je m'attendais pas vraiment. Ils ont envoyé du Marshall, Murphy, même Alvarado. Et bizarrement, ça a plutôt bien marché. Il a vraiment été déstabilisé. Il a été aussi bien pris par beaucoup d'aides, notamment côté ballon, ce qui se fait pas non plus tout le temps. Mais oui, il a bien été pris. Après, sur ce match, il a quand même sorti des plays qui ont été importants. Voilà, il met le tir un petit peu qui clôt la série sur un turnaround shot. Il y a ce 3 points avec la planche qui fait du bien. Mais sur ce match-là, c'est sûr qu'il m'a pas vraiment convaincu. Après, sur la série au global, j'ai trouvé que on peut pas non plus lui jeter la première pierre, mais il aurait pu faire mieux. Parce qu'en fait, ces deux premiers matchs sont excellents, mis à part le Money Time avant qu'il rentre ces deux tirs super importants du Game 1. Le Game 2, il est phénoménal. Hmm. Et le Game 3 et le Game 4, c'est un petit peu en dedans, un petit peu mieux défendu, avec des Bells qui se sont un petit peu mieux adaptés. Mais heureusement, le Thunder, enfin, on a nos autres joueurs qui ont step up, notamment Giddy, J-Dub, etc. Mais voilà, je ne vais pas dire qu'il a fait une mauvaise série, mais c'est sûr qu'on aurait pu en attendre plus de sa part. Hmm. Ouais, c'est une série honnête. C'est bien, c'est pas exceptionnel non plus. Là, sur ces 6 lancers qu'il rate, il en rate 3 dans la fin de match. Ouais. Heureusement qu'il y avait un petit écart, que c'était pas des Mm. lancers à égalité, parce que le 1 sur 4, je t'avoue on l'aurait vécu autrement s'il y avait 82 partout. Mais ouais, non, tu l'as dit, ils se sont pas mal relayés sur Shea. En fait, Herb Jones a beaucoup défendu Shea, mais Shea n'a quasiment pas pris de tir sur Herb Jones. C'était souvent il défendait Shea quand Shea avait moins la balle, etc. On voyait plus Herb Jones off-ball, ce qui était très étrange comme adaptation. Et ouais, il y a eu du relais sur lui. Il y a même Brandon Ingram qui a défendu quelques Hmm. possessions sur Shea. Et Ingram, alors, on parlera du match offensif d'Ingram qui est calamiteux, mais la prestation défensive d'Ingram est plutôt bonne. C'était déjà le cas sur le Game 3. On a essayé de le faire travailler défensivement et il répondait plutôt bien. Et ouais, Najee Marshall a fait un Ouais. super match Très gros, mais globalement. des En deux côtés attaque, du terrain, vraiment très bon. ouais, ouais, il a été excellent, Najee Marshall, honnêtement. Même sur Shea, oui, il y a des possessions sur Trey Murphy. Après, Trey Murphy, je ne sais pas si c'était une volonté des Pélicans ou OKC qui voulait plutôt appuyer sur lui parce qu'en première mi-temps, Murphy s'est pas mal fait cibler. Il y avait quelques errances défensives de sa part. Et du coup, on le voyait plus défendre Shea en deuxième mi-temps. Il s'en est plutôt pas mal sorti. Mais Ouais, globalement, ouais. Ouais, vas-y, Pierre, si tu veux non, mais continuer. sur son match 4, moi je l'ai trouvé en fait en difficulté pour trouver ses tirs habituels et même ses spots pour aller finir au cercle et tout. Bon, il y a eu 2-3 actions où bon, il y a un gros écart, il arrive à mettre le joueur dans son dos, il va finir. Ou l'une d'un dernier panier du match, il fait son reverse un peu où il s'arrête, il se retourne pour tirer. Bon, ça c'est ses spots et tout. Mais j'ai trouvé que plein de fois là sur ce match, on l'a un peu plus utilisé. Bon, pas comme Ingram sur le match 1 ou 2 où ils avaient fait ça. Mais en gros, on lui donne la balle à l'elbow, on s'écarte tous et il joue son 1 contre 1 sur 4 mètres, du coup, à peu près. Ce qui m'a paru pas forcément être une bonne stratégie. J'ai pas trouvé ça très efficace et j'ai vu les qualités de Shea, et notamment s'il y avait Air Jones en face ou même Murphy, du coup, qui est quand même bien plus long que Shea. Je trouve pas ça le plus pertinent. Alors, ah oui, il a ses mid-range, il a son step back, mais pour moi, c'est pas les meilleures situations et je trouve pas que ça a été très efficient là-dessus. Et comme vous l'avez dit, Earl Jones, en fait, il était pas moins qu'au play-in de l'année dernière, il était moins constamment sur Shea.
Il partait sur lui au début. Après, s'il y avait du mouvement off-ball, des fois il changeait, comme l'a dit Charlely. Il s'est retrouvé avec pas mal de fois d'autres joueurs sur lui. Et j'avais l'impression que ses yeux s'illuminaient moins quand il y avait un autre joueur sur lui. Il y avait moins des étoiles qui arrivaient en mode je vais pouvoir mettre 2 points faciles parce que j'ai Murphy, parce que j'ai Ingram, et voilà. Donc ça m'a un petit peu plus surpris, un petit peu déçu sur cet aspect-là. Après, défensivement, il arrive encore à faire du playmaking défensif. Ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est vraiment intéressant que même en playoff, il arrive à faire des contres, il va gagner des ballons. Enfin voilà. Mais par rapport à un J-Dub qui a été très bon encore et très efficace encore une fois, je l'ai trouvé un peu en deçà. Il a pas hésité d'ailleurs à s'effacer pour J-Dub. Et tu vois, même un J-Dub, Murphy lui a cassé la gueule. J-Dub, il le drive à chaque fois. Murphy lui a cassé la gueule. Tu as une action où même Wiggins arrive à driver, à blow-by Herb Jones sur un dribble. Voilà. Sachez, il n'a pas trop réussi à le faire sur la série. Et après, au global, on peut pas lui jeter la pierre. Il a été quand même correct. Mais par rapport à ma preview où j'avais dit il faut qu'il y ait un monde d'écart entre le meilleur lui et les autres, en fait il n'y a pas tant un monde que ça entre lui et J-Dub, voire Chet, voire Dort peut-être. On a fait un tir groupé quoi. Bon, du coup c'est encore plus efficace, mais on a un peu fait un tir groupé sur le meilleur joueur et je sais même pas si c'est lui le meilleur joueur de la série honnêtement. Bah, pour moi, non, hein, c'est pas le meilleur joueur de la série. Après, il sort quand même une série en 27 points, 5 Oui, passes. ouais. Oui, Voilà, c'est ça. on est, on C'est est juste que tatillon avec Shea, mais parce les attentes que, sont hautes. Les attentes sont hautes. bah oui, c'est ça. Bah, il nous fait des saisons à plus de 30 points de moyenne, donc là, on s'attend à mieux. Mais après, et puis défensivement, très concentré aussi. Shea, il a été totalement dans le ton collectivement. Oui, Mais ouais, non, c'est une série correcte. On attendra face à une autre adversité parce que aussi le plan de jeu des Pélicans était ciblé sur Shea. Et si J-Dub a eu autant de facilité à s'exprimer, c'est parce que les Pélicans étaient à fond sur Shea, c'est lui qu'il faut arrêter et que Ouais, ça libérait des carrément. espaces pour les autres. Donc oui. à voir dans une série où, je sais pas, si imaginons la prochaine série, les 2 premiers matchs, J-Dub est en feu et que les mecs en face doivent s'adapter et que Shea a plus d'espace, à voir comment il répond. Je suis d'accord. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais surtout que enfin, c'était vraiment curieux sur le dernier match parce que il y a eu plein de séquences où Herb Jones n'était même pas sur le terrain quand Shea était sur le terrain et du coup il mettait Marshall ou Alvarado ou Ingram, n'importe qui sur lui. C'était vraiment curieux. Ça l'a vraiment déstabilisé. Mais après, ouais, sur la série et surtout là sur ce Game 4, on a vraiment vu que ouais, il voulait laisser J-Dub faire le travail. Et on l'avait dit de toute façon dans la preview, enfin, on peut faire peut-être une transition sur J-Dub et sa série. Ouais. De toute façon, J-Dub, il n'y a personne pour le défendre à part si Herb Jones switch sur Shea. En fait, les Pels, ils avaient vraiment un arrière Herb Jones pour défendre l'un des deux, mais Murphy ou Marshall ou n'importe qui, ça pouvait pas tenir sur J-Dub. Et là, il a complètement montré, ou comme tu l'as dit, Pierre, il a complètement défoncé Murphy sur ses drives et il a été exceptionnel et très constant sur tout le long de la série. Hmm. Après, voilà, comme vous l'avez bien dit, J-Dub, il a été excellent sur quasiment toute la série, notamment sur le dernier match où il est encore déterminant, il porte un peu l'attaque en première mi-temps, comme je l'ai dit, il met 2 gros tirs à la fin, c'est le seul à se trouver des tirs ouverts, ou alors à trouver ses spots bien plus facilement que Shea, mais il bénéficie grandement de la focalisation défensive sur Shea, où constamment il était fermé, c'était lui la menace, quoi. C'était vraiment, soit on le trappait, soit on switchait fort, soit voilà, on faisait du edge. Enfin, il y avait plein de trucs sur Shea pour vraiment l'empêcher de se mettre en place. Et il a pas su à trouver les solutions. Contrairement à Dub, bah, lui, il a profité de ça. Il était efficace la majorité du temps. Bon, un peu moins à 3 points sur le début de match, mais à la fin, il en met 2 gros énormes qui font basculer le match. Et puis, du même défensivement, on n'en a pas énormément parlé, mais je l'ai trouvé vraiment fort, J-Dub. Il s'est occupé de CJ McCollum par passage. Il a été très bon. Il gagne l'un des derniers ballons sur Ingram. Je crois que c'est Ingram qui perd la balle. Il va provoquer 2 lancers alors qu'il vient de mettre un 3 points. Il a pris quelques rebonds. Enfin voilà, défensivement, je trouve qu'il a step up et il y avait besoin de ça pour accompagner les 2 défenseurs élites du roster. Mais on avait le doute, on se disait J-Dub, il peut nous amener haut ou pas. C'est lui qui sera un peu déterminant de où on va aller. Bah, sur la première série, c'est une seconde star. C'est apparu comme ça en fait. C'est une seconde star dans le roster. Quand Shane est moyen ou est trop ciblé, ben lui, faut vous envoyer des mecs dessus parce qu'il est limite indéfendable par passage. Donc voilà.
Je me rappelle dans la preview avoir dit pour mon prono, si J-Dub est le deuxième meilleur joueur de la série, il n'y a pas de série. Ouais. Bon bah, Ah, voilà. Bah, bon, voilà. bah là, il y a 4-0, voilà. Non, bah, il a été énorme, J-Dub. Alors pour moi, c'est le MVP de la série. J-Dub, ça se discute, hein, parce qu'il y a d'autres gars qui n'ont pas été mauvais. Hein. Il y a notamment un gros frigo, Ouais. un gros frigo canadien qui n'a pas été mauvais du tout. Mais ouais, non, J-Dub, excellent des deux côtés du terrain. Il y a des séquences, même dans ce Game 4, où en transition, il y a McCollum qui part, J-Dub, il arrive derrière. Il est terrifiant. Il arrive, il monte au contre. McCollum, il envoie, je sais même pas s'il touche l'arceau sur son lay-up. Enfin, vraiment, c'était vraiment bien. Et ouais, en attaque des tirs. Alors, il provoque toujours peu de lancers, J-Dub. Ça, c'est peut-être le point d'amélioration, hein, comme en régulière. Mais il finit à plus de 21 points avec 5 passes, 53% au tir. Enfin, vraiment tout le temps fort dans le clutch. Là, il a été fort tout le match sur le Game 4. Il s'est pas fait chier. Hein. Dès le début, il était dedans. Mais globalement, on l'a vu sur la série, un peu comme sur toute la saison. Les quatrièmes cartons, il est excellent. Et il y avait surtout ce doute, en fait, vu que la fin de régulière, elle revenait d'une petite blessure et qu'on voyait qu'il manquait un peu de rythme. On se demandait comment il allait aborder dès les premiers matchs de playoff, dans quelles conditions il serait, est-ce qu'il sera à fond, etc. Bon, bah tout va bien. Tout va bien. Moi, je suis très rassuré sur le niveau de J-Dub. Et c'est une très bonne série. Ah, puis Bah oui. dans un contexte playoff, lui, pour haranguer et pour mettre l'ambiance et pour faire aboyer tout le monde, Ouais, et mine de rien, Exactement. c'est pas rien en fait ça. C'est pas rien parce que oui, l'autre CD, machin, mais en fait, il faut quand même produire des choses, il faut quand même des highlights. Premier match, quand il fait un entre-deux et qu'il crie comme s'il avait mis un énorme buzzer beater, bah mine de rien, ça joue énormément sur l'aspect de l'équipe, sur la motivation et sur l'influence que t'as, parce qu'au final, les Pels avaient même pas perdu la balle forcément, mais rien que dans l'attitude. Il y a Lou Dort aussi qui est un peu comme ça. Hein. La combativité de Lou Dort, on va en reparler, c'est indécent. Mais voilà, rien que dans ça, Shea est plus un leader pas silencieux, parce qu'il n'est pas silencieux, mais un tueur à gages. Et Dub, c'est vraiment. Il commence d'être de plus en plus. Comment dire, pas social, Il est mais fou. Hein. il est extravagant, quoi. Vraiment, il en envoie. Ouais, virulent. Ouais, virulent, ouais. Virulent en positif, hein. Attention, voilà. Oui, en positif, je veux dire, oui. Voilà, il montre de plus en plus de choses, etc. Et c'est quelque chose qu'on avait longuement parlé avec Constant, et de voir ça en playoff. Et c'est très intéressant à voir pour la suite, face à des défenses peut-être un peu plus solides, des attaques un peu plus solides aussi, parce qu'on parlera de ça plus tard. Mais à voir comment ils le ciblent, comment ils le défendent, est-ce qu'ils laissent complètement les autres joueurs prendre les choses en main, est-ce que ouais, ils font encore la même chose sur Shea, bon à voir. Mais ouais, je pense que comme on l'a dit dans le chat, Dub est peut-être le meilleur joueur de la série. Mais pour moi, le plus déterminant, c'est pas lui. C'est Lou Dort que j'ai envie de parler. Parce que celui qui te fait, pour moi, gagner la série en 4, enfin voilà, c'est toute l'équipe, hein, mais vraiment qui a élevé son niveau de jeu. Lou Dort, c'est indécent la série qu'il a pondue défensivement. Le taf sur Ingram, encore une fois, a été dantesque. Ingram n'a pas vu le jour de la série, honnêtement. Limite, t'étais content pour lui quand il avait un petit fadeaway. Tu te dis, bon, prends au moins un tir, mais il lui tirait à moitié dessus. Enfin, c'était horrible. C'est horrible d'avoir un joueur comme ça. À l'image de l'une des dernières possessions où Dort sait qu'Ingram ne se tourne que vers la gauche et du coup il l'oriente à droite, il enlève ses mains, il le défend comme ça, il lui dit vas-y tourne-toi, de toute façon tu tireras pas dans cette position là. Ça j'aurais bien aimé vous la mettre, mais l'action, mais je pense que vous voyez, elle a pas mal tourné. Oui, je suis content. Vraiment le niveau défensif de Lou Dort incroyable, et offensivement je crois qu'il y a une stat qui est sortie, il met presque autant de points qu'Ingram sur la série déjà, donc tu peux te dire que le duel il est presque entièrement gagné. Il a shooté à un très haut pourcentage. Là, il a remis une ou deux contre-attaques, un ou deux paniers à 2 points. Je crois que c'est Constant qui était sur le LT, il l'a mentionné, j'avais pas fait gaffe, mais effectivement. Non, vraiment, Lou Dort, encore une fois, on l'avait annoncé, hein, l'odeur du sang, lui, à chaque fois, ça, c'est. Je pense que Degno, tu lui dis, bon, lui, il voit plus le jour. Vas-y, c'est bon, c'est pour moi, très bien. Et en plus, c'est ce que j'ai dit au début, il suivait les minutes d'Ingram, au point que sur ce match 4, là, à un moment, Ingram sort, Dort sort, et Willie Green fait re-rentrer Ingram genre direct, et Lord Dort revient pour Cason Wallace qui a joué 10 secondes. Après on refait rentrer Cason Wallace quand même, et il défend très bien sur Ingram aussi, c'est très intéressant. Mais voilà, et puis on nous le dit dans le chat, les hustle play, il y a un des derniers rebonds qu'il prend là, dans le match 4 où on est à genre à plus 5, et en fait ils ont un tir, il prend un rebond sur tout le monde, il gagne la balle. Incroyable, enfin, ce genre de truc il te fait basculer aussi un match à chaque fois. Donc peut-être que c'est pas le MVP de la série, mais sur le manière d'être déterminant, je pense qu'il est très haut, quoi.
Oui, non mais et peut-être pas le MVP, mais en tout cas un énorme facteur X de la Hmm. série, c'est sûr. Parce que en plus, c'est quelque chose évidemment qu'on a beaucoup discuté. Est-ce que Lou Dort en attaque, est-ce qu'il va être valuable? Bah là, 9 sur 17 à 3 points sur la série, 52%. Qu'est-ce que tu peux demander de plus? Ouais. Non, c'est vraiment une série, mais impressionnante. De toute façon, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu as dit. Mais, euh, mais non, on va voir après sur les autres adversités. Enfin, on sait que ça va être soit Clippers, soit Mavs. Donc là, il y a du client en défense à prendre. Mais là, sur ce match, il a complètement éteint la seule menace qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire Ingram. Je m'attendais pas qu'il le fasse à ce point. En plus, nous, on s'attendait à ce qu'il. On le dit dans la preview, on savait pas s'il allait défendre sur Hmm. McCollum. Moi, je m'attendais à ce qu'il prenne McCollum. Mais finalement, je ne sais pas qui a décidé sur Mondegno ou peut-être d'autres qui a dit non, non, mais Ingram, je vais me le faire. Euh, en tout cas, vraiment, c'était exceptionnel. Et à mentionner quand même sur l'action que tu as mentionné Hmm. où il le défend dans le dos, à mentionner l'énorme brique à 3 points de Marshall qui passe très très loin du cercle. Exceptionnel. Je vous invite à aller la voir. Après, Najee Marshall, il nous a fait un peu mal. Et je t'avoue qu'il y a des moments, je me dis, putain, il serait Oui. bien avec nous, lui. Bon, après, je l'ai vu partir je l'ai vu partir en dribble sur transition. Je dis, bon, on va se calmer. Mais il Ouais, était ouais. intéressant sur ce match. Ouais, ouais. Après, la J Marshall à 40% à 3 points sur une série, ça arrivera peut-être pas tous les ans aussi, hein. C'est Ouais. sûr. Mais ouais, non. Non, Lugensdort énorme. Sur la série Ingram, sur toute la série, hein, il shoot à 11 sur 33 face à Lugensdort. C'est. Dort l'a éteint. Vraiment, c'est abusé. Il y a des clips qui sont sortis dans la série où Ingram, tu le vois balle en main, il prend 2 écrans, Dort il sort toujours pas. Ingram il lâche la balle, il se pose dans le corner, il a les mains sur les genoux, il en peut plus. Enfin, vraiment, Dort il l'a épuisé toute la série. Enfin, c'était indécent. Et en plus, comme vous l'avez dit, Dort il est à droit sur cette série. Il Hmm. shoot à 52% à 3 points. Et puis, Il en prend quasiment 6 par match. Enfin, Ouais, puis t'as un run au voilà, match 3 où il met 9 points d'affilée, il te fait gagner le match presque. voilà, Enfin, il te fait. exactement. Voilà. Bah, c'est lui qui mène le run, hein. C'est avec son coup de chaud à 3 points qu'on prend de l'avance. Donc, ouais, non, c'est une excellente série de Lugensdorf et j'ai hâte de le voir donc, soit face à Luka Doncic, soit face à Kawhi s'il a un genou ou Paul George. Mais dans tous les cas, ça va être sympa. Hmm. Après, on nous dit il facilite la défense des autres, mais je sais pas si les autres l'ont bien aidé en soi. C'est un truc que vous avez un petit peu parlé dans les autres débriefs. On laissait un peu gérer sa tambouille avec Ingram. Quand il y avait des écrans, on switchait des fois le moins possible, quitte à vraiment qu'il prenne un petit peu de retard sur les écrans et à lui de se débrouiller pour le rattraper. On aurait pu être un peu plus agressif pour contester la course d'Ingram, etc. Mais après, il est tellement vif, tellement agressif. Et honnêtement, il a tellement bien géré les arbitres sur cette série. Enfin, c'est un truc qu'il faut quand même oui. mentionner parce que il prend. Alors, je n'ai pas la stat combien de fautes il a pris sur la série, mais il en prend pas tant que ça. Il a eu une fois des problèmes de faute, je crois, même 12. pas. Ouais, 12, Il 12 en prend 4 12 matchs. fautes sur toute la série. Ça, Je sais même pas s'il était un problème de faute au moins une fois. Chet l'a été, mais lui, je suis même pas sûr. Et en fait, pour voir 12 fautes. l'agressivité qu'il a mis sur Ingram, la proximité, j'ai envie de dire, de son corps avec celui d'Ingram, parce que là, on peut pas coller bien plus. Il a vraiment très bien géré ça. Encore une fois, sur les écrans, en plus, il a peut-être un peu moins fait au match 4, mais il a provoqué des pertes de balles sur des fautes off, etc. Non, la série Lou Dort, elle est j'ai envie de dire rassurante, mais c'est même minimiser ça. Mais s'il joue comme ça tous les playoffs, en fait, il n'y a plus de question de le trader, de machin, de faire un upgrade, Ah de non. bidule. À un moment donné, stop. Enfin, si l'autre il a ce niveau-là en playoff, il faut le conserver. Et je crois que d'ailleurs, il y a eu des insiders US qui l'avaient mentionné dans le podcast qu'ils attendaient les playoffs de Lou Dort parce qu'ils prouveraient. Et voilà. Là, pour le coup, sur cette série, il est monstrueux. Et je pense que sur les séries suivantes, c'est ce qu'on nous dit un petit peu, il va y avoir du taf. Ça va être peut-être d'un autre niveau. Il y aura peut-être un autre niveau d'ajustement et tout, donc on verra ce que ça donne. Mais ouais, vraiment monstrueux quoi. Je voulais parler de Josh Giddey, moi de mon côté. Non, il faut quand Allons-y. même en parler. Il a fait un très bon match. Je vais te laisser y aller, Charlie, mais on a eu encore un Josh Giddey déterminant pour la victoire, encore une fois, parce qu'il a été très adroit dans le quatrième quart-temps. Et puis globalement, il a été bon depuis, on va dire, 2 matchs et demi. Ah, allez, je suis gentil. Bah oui, oui. Ouais, on va
va dire ça. Non, mais Josh Giddey, le king du Smoothie King Center, hein, de toute façon. Il a été excellent là, sur les 2 matchs, sur les 2 matchs retour. Et évidemment, c'est globalement parce qu'il a mis dedans à 3 points. Hein, sur les 2 matchs, il a été excellent à 3 points. Et là, le Game 4, est-ce que sans lui, on le gagne? Je sais pas. Je sais pas parce que les 3 points qu'il met en début de quatrième quart-temps, ça nous remet bien, ça nous permet de repasser devant parce que les Pels étaient passés à 5 points d'avance et ça permet de lancer le run et après c'est J-Dub qui prend le relais avec Mm. ces deux 3 points exceptionnels. Donc non, c'est un peu une série en demi-teinte finalement parce que les 2 premiers matchs étaient quand même assez compliqués. Le premier match, on l'a vraiment pas vu, il était fantomatique. Le deuxième, il a fait du Didi, c'est-à-dire on le voit, mais surtout parce qu'il fait des pertes de balles et parce qu'il marque quelques lay-ups, mais aussi parce qu'il se fait passer en défense. Mais ouais, sur les 2 derniers matchs, ça a été très rassurant, notamment en termes de confiance. Enfin, il y a un des 3 points qui marque complètement en transition. Ouais. C'est un truc que j'ai vraiment rarement vu de sa part. C'est plutôt sur cette situation, sur ce genre de situation, il aurait plutôt drivé et enchaîné avec un flotteur ou je sais pas. Mais non, complètement en confiance sur ces 2 matchs. C'est de bon augure pour la suite. À voir maintenant comment il va être utilisé sur les autres. Sur la prochaine match-up, on ne sait pas encore de qui ça va être. Mais non, assez rassurant, surtout que là, sur ce match, j'ai trouvé encore plus concerné défensivement. Mm. Je l'ai moins vu se faire passer sur le premier pas, comme ça a été sur les premiers matchs, où vraiment Chet devait toujours combler ses trous défensifs. Donc non, un Game 4 très 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 solide de Josh Giddey. Et, c'est bien, vaut mieux que ça arrive sur le Game 4 pour qu'ils soient en confiance pour la suite. Mm, mm, Ouais, moi je suis content de la série de Josh Giddey parce qu'il fait plutôt une bonne série finalement. Je reste sceptique quand même sur l'utilisation dans la suite parce que les deux bons matchs qu'il fait, c'est des matchs où il est anormalement à droit de loin. Là où les 2 premiers matchs, les tirs rentraient moins et où on a vu que c'était plus compliqué. À voir. Le Game 3 était peut-être plus complet que du shoot seulement. Il y avait, mm. on en avait Ouais, il y parlé a eu avec des son, transitions et tout. son dribble dans le dos, Mm, Eurostep, mm, là. mm, C'était mm. Ouais. n'importe quoi. Mais oui, c'est bien. Il reprend de la confiance en tout cas. Maintenant, il faut voir si ça va tenir la route sur une série où il shoot normalement, c'est-à-dire à un peu plus de 30%. S'il va être capable de contribuer offensivement. Par contre, ouais, Charlie, je suis totalement d'accord sur la défense. C'est vraiment bien. Là, on a vu des séquences défensives. Bah, il y a le highlight qui a tourné où Herb Jones drive, Giddey tape la balle et il fait une genre de pause à la Michael Jackson pour Ouais. éviter de sortir avec la balle et il la Ah relance. oui, oui, oui. Elle a été Excellent. magnifique celle-là. Excellent. Ça c'est du highlight, hein. Attention. Bah en vrai, elle est Mais, déterminante celle-là en plus. En fin de match, ouais. il gagne un Ouais, ballon ouais. comme ça, ouais, vraiment. Elle est très importante et même globalement sur la série, il est pertinent défensivement et il peut rester sur le terrain défensivement. Quand dans le game 1, il joue que 19 minutes, c'est parce qu'offensivement, c'est compliqué. Mais en défense, il a le niveau pour rester sur le terrain en playoff. Et ça, pour le coup, ouais, c'est très rassurant. Donc, à voir sur la prochaine série si en attaque, il sera capable d'avoir un apport à tous les matchs. Ouais. Après, ce que j'ai bien aimé, moi en plus, c'est que pour le coup, si Guidi a fait un bon match ou pas, tu le vois vite à son temps de jeu. Son temps de jeu a augmenté presque tout le long de la série parce qu'il il est rentré un peu dedans la série. Il était de mieux en mieux défensivement. Vous l'avez bien dit sur le dernier match, il fait vraiment une bonne deuxième mi-temps. Il gagne des ballons, enfin, il est concerné, etc. Rarement vu ça de Josh Giddey, ce niveau-là défensivement. Après, bon, bien sûr, 9 sur 18 sur la série à 3 points, si je me trompe pas. Bon, bah voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Les Pélicans, ça c'est le. Tu rajoutes un couteau, enfin vraiment, tu finis de l'enfoncer, quoi. C'est vraiment. Et du coup, ça l'aide forcément à s'inscrire dans le jeu offensif. Moi, je suis pas le plus bas sur Guidi dans le jeu d'OKC. Pour moi, il y a un monde où il arrive à s'inscrire dans ce jeu-là, à mettre quelques tirs, à mettre des cuts, comme il a fait un moment sur le match 4. Là, il y a une action où il met un très bon cut. Pour moi aussi, si tu es défendu en zone, c'est un des joueurs qui peut faire une grosse différence dans le placement et dans la lecture des défenses. Donc, je suis pas si bas que ça sur lui dans le roster d'OKC. Mais après, à quel moment les Pelicans ne tentent pas. Bon, le match 4, quand il tire il met tout dedans, bon voilà, t'es obligé de sortir. Mais dès le début de la série, si t'es dans la merde, au bout du deuxième, tu mets Valanciunas sur Guidi et tu gères autrement, quoi. Enfin, quand je vois qu'à un moment, un pick and roll, je crois qu'on avait un pick and roll de J-Dub et Holgray et Chet venait lui poser l'écran. En face, c'était Alvarado qui défendait sur J-Dub et Herb Jones sur Chet. On n'arrive pas à le sanctionner, ou on met un tir très compliqué.
tu vois, tu te dis, tu peux te permettre de laisser des joueurs plus petits sur Chet, des joueurs un chouïa plus petite tête sur Dub, mais ils ont même pas tenté ça, les Pelicans pour le coup, et bah, pour le coup, il a mis les tirs. Bon, voilà, on n'aurait jamais su s'il avait laissé vraiment tout seul. Là, il a mis des tirs contestés, il a mis des tirs en transition, forcément, ça aide grandement. À voir si sur la suite des playoffs, est-ce que premier match du second tour, il est laissé complètement tout seul dans le corner. Là, faudra plus y réfléchir, quoi. Ouais, totalement. C'est ça que les Pels n'ont pas poussé le curseur pour Non. s'adapter à fond. Là, Mhm. on avait vu des équipes en régulière où Guidi à 3 points ouverts, il avait 4 mètres, 4 Ouais. mètres devant lui, bah vas-y, shoot. Bah, les Donc, Pels, ouais, Mais notamment, en vrai, hein, il avait fait les c'est Pels, ce hein, on qu'ils ont l'avait fait en vu. régulière, Bah c'est ouais, ce qu'ils ont c'est fait en ça qui est, régulière, ouais. Oui. c'est ça qui est Guidi, fou. il a sorti le match de la saison, quoi. Donc il aura fait peur pour les playoffs, et du coup, voilà. Franchement, ouais. C'est vrai qu'avant Moi, la je... série, avant la série, les Pélicans, ils avaient fait des déclats, et quand tu écoutais leurs déclats, t'avais l'impression que Guidi c'était un shooter fiable et tout. Bon, très bien, allez-y. Ouais. Peut-être parler, moi, le dernier joueur que je voulais aborder, je pense que vous aussi, c'est peut-être Chet, sur ce match-là, qui lui aussi ne m'a pas forcément convaincu sur ce que je l'attendais. Il m'a pas forcément convaincu au tir, dans le scoring, etc. J'ai trouvé un peu en rythme, un peu à forcer de 3 tirs, un peu. Voilà. Par contre, dans le jeu collectif et dans les passes, dans l'adaptation même du fait qu'ils mettent pas forcément les tirs, etc., j'ai trouvé très intéressant. Je rementionne cette passe quand on lui donne la balle au post-up, transversale à Guidi dans le corner, et pour sanctionner l'aide. Il y a eu 2-3 moments où il a bien fluidifié le jeu. Il a été utilisé un peu plus off-ball et moins sur pick and roll parce qu'on a laissé cette opportunité à Dort qui l'a très bien joué. Il a provoqué, je crois, une ou deux fautes. Il a fait une ou deux passes aussi, hein, c'est intéressante. J'aime bien Dort dans ce rôle-là. Mais du coup, Chet, pardon, c'était pas son meilleur match. Je crois qu'il finit à 0 contre en plus, pour une fois. Ils ont peut-être eu un peu plus peur de lui Ouais. sur ce match-là, on va dire. Mais par contre, dans la globalité, défensivement et dans l'impact, c'est le 2 qui te fait presque gagner parce que Valanciunas il le martyrise, le 2 ou le 3, le Ah 2 je oui, pense. le 2 le 2 Le le 2, 2 c'est un... c'est une masterclass. Après, le reste, défensivement, il a toujours été présent, même quand son tir ne rentre pas, il est présent. Et puis, même si j'en reparlerai, Jalen n'a pas été scandaleux, il y a un gouffre dans ce que tu peux faire avec Chet et avec Jalen, offensivement et défensivement, qui est dur à combler, quoi. Donc, il est indispensable, encore une fois. Et il a répondu présent. On a dit ça pour J-Dub, mais je trouve que Chet, lui aussi, a répondu présent pour ses premiers matchs de playoff à lui aussi, hein. Ouais, c'est une bonne série de Chet, hein. Alors, il finit à 15 points, il est qu'à 30% de loin. Donc, tu vois, on dit Guidi, c'est anormal ce qu'il a réussi à rentrer, mais Chet à 30%, Ouais, c'est on pas fou. attend plus haut et la plupart de ses tirs étaient globalement ouverts. Donc, c'est pas forcément une défense des Pélicans ultra agressive sur lui. C'est plutôt qu'il a pas rentré ses tirs. Là, il a 1 sur 7 sur le game 4. Mais ouais, ouais, utilisé comme passeur, c'est vrai que c'était intéressant. Et ok, il met 0 compte, mais alors la dissuasion. Ouais. Ah non, c'est du délire. Vraiment, sur la série, il a fait ce qu'il voulait. Il y a sur le Game 4, le premier quart-temps où Valanciunas l'enfonce bien au poste, où il avait un peu de mal. Et au fur et à mesure du match, Valanciunas a continué ses post-up, mais c'était de moins en moins efficace. Tout en mettant dans ses bras à chaque fois qu'il y avait un mec qui drivait. Non, c'est quand même une très bonne série de Chet défensivement. En attaque, c'est Chet, quoi. C'est notre troisième option en attaque, donc c'est moins impactant s'il ne rentre pas forcément ses tirs. Mm. Mais moi, c'était vraiment défensivement de voir si ce qu'il avait montré, le niveau qu'il avait montré de All Defensive Team en régulière, s'il était capable de le transposer en playoff en termes d'intensité. Pas de souci sur cette série-là, en tout cas. Oh, c'est même mieux, je pense. C'est même mieux. Ouais, Franchement, ouais. là, non, ouais, globalement d'accord. Et en fait, offensivement, tu as vraiment un énorme match au Game 2 où vraiment, on l'avait dit, le Thunder avait essayé de beaucoup jouer sur lui pour cibler Valanciunas, ce qu'il n'a pas trop réussi à faire là Mm. sur les deux derniers matchs. Oui, d'ailleurs, bon anniversaire à Chet, c'est vrai que c'est Oui. son anniversaire. Et félicitations à Shea pour Ouais, avoir, félicitations à Shea pour avoir eu en un fils en espérant plus de tous ses frères des en es- Pelicans. C'était incroyable. en Je sais pas en qui a dit. espérant qu'il joue Van Vliet après avoir été papa. Mais non, Chet, c'est quand même une série très honnête, notamment pour un rookie, on le rappelle, qui découvre les playoffs comme beaucoup de joueurs du Thunder, mais pour qui c'est sa première euh, saison NBA. Mais j'ai vraiment été très satisfait défensivement parce que même, je crois que c'est vraiment le Game 3 où vous en avez parlé, Tom et Constant, où offensivement, on le voit vraiment pas, il marque que 5 points, mais en fait, il est, t'es obligé de le mettre sur le terrain parce que défensivement,
c'est beaucoup trop valuable et tu ne peux pas te passer de lui. Comme tu l'as dit, Pierre, il y a un gap énorme entre ce que tu peux faire avec Jalen, même si Jalen a franchement bien su on va dire, endosser le rôle de backup pivot à sa manière. Mhm. Bah, Jalen, 2 contre, une interception, un passage en force provoquée, fait une bonne entrée hein, pour le coup pour le Game Mhm. 4. Hein. Il joue Pour 10 le minutes et il plante un 3 points en plus. Ouais, ouais. Non, ouais, il plante un 3 aussi. Non, c'est une bonne entrée de Jalen. Après, oui, hein, il fera pas ça à tous les matchs. Donc, oui, Chet, évidemment, c'est un élément fondamental de notre réussite. Jalen il sort Kenrich de la rotation, hein. Bon, après il y a d'autres facteurs, hein, Ouais. le small ball, etc. Mais en soi, il lui prend toutes ses Oui, minutes. Il oui. les avait pas au game 1, hein, celle-là. Donc, Mhm. est-ce que vous voulez aborder d'autres joueurs ou est-ce qu'on passe un petit peu plus sur le retour de la série? On l'a déjà fait un petit peu, on a un peu mélangé le game, le match 4 et la série en entier. Est-ce qu'on passe un petit peu à nos points clés? Ça peut être intéressant. Ouais, ouais. Donc juste pour Ouais. mentionner, première série gagnée par OKC depuis 2016. Donc si je me trompe pas, la première de l'histoire sans Kevin Durant. Mm, Premier sweep depuis 2012. Très bonne année pour le Thunder. Très bonne année et moins bonne année à la fin. On va dire ça comme ça. Et plus jeune équipe de l'histoire à gagner une série de playoffs. À faire un sweep bien entendu, mais à gagner une série de playoffs en termes de moyenne d'âge. Il y a une stat aussi qui est sortie que genre 95% des points d'OKC venaient de joueurs de moins de 25 ans, un truc comme ça, un truc qui n'arrive jamais. Bref, on est en termes de précocité dans quelque chose d'unique. Voilà, juste à mentionner, c'est toujours assez valorisant. Ça veut pas dire que ça va aller au titre, ça veut pas dire qu'on va en gagner 6 dans les 8 prochaines années, mais c'est toujours valorisant de voir ce qu'on a là sous le coude. Tom, peut-être ton premier point clé sur le sweep, que ce soit un joueur, que ce soit un aspect du jeu, peut-être, dis-moi. Alors, les joueurs, on en a déjà bien parlé. C'est ça. On s'est pas mal, étendu sur le sujet. Non, moi, c'est le fait que on avait parlé en preview de quand on faisait nos rotations. Alors moi, j'étais celui qui mettait la rotation la plus petite, mais globalement, qu'il y avait un manque de taille dans le roster et que du coup, fallait quand même mettre du Gordon Hayward, du Kenrich Williams, du Jalen Williams pour amener de la taille, notamment face à ces Pélicans. Et bah même face aux Pélicans, on joue pas si grand que ça, honnêtement. Mhm. C'est Wiggins hein, qui joue post 3-4 avec soit Dort, soit J-Dub qui reste sur le terrain. Et on a vu donc derrière Chet au poste 5, soit du Jalen qui a vraiment la place de backup pivot, soit un peu de Kenrich au game 1 et depuis quasiment plus rien. Là sur le game 4, il rentre 2 minutes, un truc comme Mhm. ça. Il joue poste 5 pour le coup, Ouais. mais on l'a quasiment pas vu. Il s'est fait sortir de la rotation. Du coup, Mark Daigneault qui n'hésitait pas à jouer très petit en mettant du J-Dub en 5. Et de faire ça face à ces Pélicans, où on avait dit qu'on allait manquer de longueur, de taille, etc. Ça montre bien que sur les séries d'après, ça peut être une adaptation qui se fasse aussi sans trop de soucis. Sachant que notre prochaine série, c'est soit les Clippers où ils jouent avec du Ivica Zubac, du Mason Plumlee, du Daniel Tice, donc ils ont pas mal d'options à l'intérieur. Mais Tyronn Lue, on sait qu'il aime bien jouer, Petit. small ball. Donc si c'est le cas, on peut avoir une bataille un peu comme on a eu là où il y avait Larry 105 et des fois même du Dyson Daniels. Une bataille entre deux équipes qui jouent très petit. Et soit on joue les Mavs, où les Mavs ils vont quand même plutôt avoir Lively ou Gafford sur le terrain à chaque fois. Leur small ball, ça serait peut-être PJ Washington, et où du coup là on aurait une vraie opposition de style. Donc ouais, non, je suis assez surpris que Daigneault ait décidé de jouer très petit, d'autant plus que Gordon Hayward, qui était aussi une des cautions taille du Thunder, a vu son temps de jeu descendre petit à petit. Et là, le Game 4, 3 il a minutes. joué 4 minutes, Ouais. ouais, et c'était anecdotique, quoi. Donc ouais, c'est couillu de la part de Daigneault, mais il n'hésite pas à utiliser ses meilleurs éléments, quitte à ce que ça soit, quitte à ce qu'il y ait un certain déséquilibre sur le papier en tout cas. Ça, c'est vrai que j'avais pas. Je parlerai du banc un peu dans les inquiétudes, moi, parce qu'on dira nos inquiétudes pour la suite. Mais c'est vrai que dans les rotations, bon, c'était forcément intéressant de voir ce que Daigneault allait faire. Mais c'est vrai qu'il n'a pas hésité, soit à jouer petit, mais aussi à sanctionner les joueurs qui ne répondaient pas peut-être à ses attentes ou quand ça fonctionnait pas pour le moment. Tu l'as dit, hein, Hayward a vu de ses minutes baisser, un Wiggins est un chouïa augmenté, Guidi soit il est bon et il joue beaucoup, soit il est pas bon et il joue pas beaucoup. Isaiah Joe, j'y reviendrai, il a pas été exceptionnel, il a pas beaucoup joué au final, voilà, ça a plus joué. Enfin tu vois, je trouve on avait peut-être un peu cette peur-là d'une rotation à 11, nanana, mais au final je trouve qu'il a réussi à trancher un petit peu. Il y en a qui ont eu des grosses minutes, hein, le 5 majeur a joué, si on avait Josh Giddey a joué quand même des bonnes minutes. Je
Je trouve que voilà, il a tranché un peu. Il risque de remettre tout à plat pour la deuxième série et de refaire un peu son tri ensuite. Parce que comme tu l'as dit, selon le match-up, selon ce que proposent les Clippers ou même les Mavs, hein, accessoirement, les Mavs ont joué un peu petit, ont joué un peu petit par passage face aux Clippers. Ils ont été, des fois, ils benchaient un peu Gafford, ils mettaient PJ Washington en 5, Kleber ou autre. Donc à voir, ouais, effectivement, comment ça s'adapte. Après, un Kenrich, j'ai pas forcément été convaincu sur cette série. Bon, on l'a très peu vu, hein, c'est dur de dire ça. J'ai pas été forcément très convaincu. Mais j'y reviendrai dans les inquiétudes. On l'a peu vu, hein. Ouais. Charlie, toi, Pas grand-chose à rajouter, donc je vais enchaîner sur Ouais. un autre point clé. Du coup, je voulais parler du rebond, qui du coup pendant le Game 1 a été un gros sujet et qui a été un sujet sur toute la série. Voilà, on s'est pris 18 rebonds off sur le Game 1, notamment 11 de Valanciunas. Et c'est quelque chose qu'on a complètement changé sur le reste de la série, avec un rebond qui a été beaucoup plus verrouillé. Voilà, on se prend 24 points sur seconde chance dans le Game 1 et ça dépasse pas les 15 points sur les autres matchs. Et ça s'explique déjà par les joueurs de Thunder qui ont été beaucoup plus impliqués. Voilà, Jalen Williams et Shea. Shea, je crois qu'il est à 10 rebonds ou presque à 10 rebonds là, par exemple, sur le Game 4, ce qui est assez rare. Donc ils ont été 10, ouais. beaucoup plus dedans. Ils ont eu des moyennes rebonds qui ont été beaucoup plus élevées que la régulière. Et on l'avait aussi dit enfin Constant l'avait mentionné sur les débriefs, les Pels qui se sont beaucoup plus repliés et Mhm. qui ont préféré donc ouais, se replier plutôt que jouer le rebond offensif pour éviter le jeu de transition du Thunder qui a finalement quand même fait plus ou moins mal sur le long de la série. Mais c'est sûr que c'était un gros sujet et j'ai été assez rassuré au rebond où on a beaucoup moins vu d'actions sur seconde chance, comme par exemple dans Game 1, on a vu cette action où les Pels ont trois tirs dans le clutch. Euh, donc voilà, c'est pour moi quelque chose qui a, mine de rien, un petit peu fait tourner la série à notre avantage en bien. Donc c'est-à-dire que c'était beaucoup plus tranquille pour nous d'enchaîner. Bah, c'est intéressant de voir que même si on le sait, OKC sur la bataille au rebond pur a pas le personnel pour devenir une bonne équipe, ça sera toujours un point faible entre guillemets, mais c'est bien de voir qu'on peut compenser ce point faible en étant un danger dans un autre domaine, c'est sur la Mm. transition. Tu vois. Là, les Pélicans, ils ont craint la transition, donc ils ont moins sanctionné au rebond offensif. C'est un truc à approfondir pour les prochaines séries. Si on a des séries qui ont des équipes qui ont du mal à se replier en transition, ça peut être tout bénéf pour nous à ce niveau-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, OKC a gagné un peu cette bataille de possession où en fait le bénéfice qu'ils avaient en jouant le rebond offensif était inférieur au bénéfice que toi t'as en jouant de la transition, en délaissant un chouïa le rebond, en étant très agressif, etc. T'as un peu gagné cette guerre-là et les Pelicans ont dû s'adapter pour le coup sur ça et revenir un peu plus en défense pour pas se faire défoncer en transition. Et après, je pense qu'effectivement, il y a une prise de conscience collective après le Game 1 où t'as un Loudort qui va chercher des rebonds, Shea va en chercher plus. Chet était plus concerné aussi, honnêtement, parce qu'il y a eu des fois où il se faisait prendre un petit peu facilement par les intérieurs, etc. Il y a eu pas mal de box-out loupés aussi sur les premiers matchs par J-Dub, etc. Là, c'était bien mieux sur la fin. Voilà, vraiment plus concerné par cet aspect-là. Je suis d'accord avec toi, Charlie. Et du coup, ça enlève encore des solutions à ces Pelicans qui n'en avaient pas. Donc, globalement, tu tombes vite sur presque rien pour eux, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Je vais enchaîner avec mon point clé. Mais moi, c'est la défense, du coup, ça fait le lien un peu avec ce que vous avez dit avec le chat. Aucun match pour les Pelicans à plus de 100 points. Offensive rating, pardon, je vais y arriver, de 93.5 pour les Pelicans sur la série. Ça s'est pas vu sur une série de playoffs depuis 2015. Alors, j'ai pas la série en tête, mais ça fait 8 ans que. Waouh! Donc, ça, c'est assez exceptionnel. Pour Pas mal. illustrer aussi Waouh! cette provocation de turnover qu'on voulait tant voir, ils étaient quand même à 18,8% de turnover, en turnover pourcentage. 18,8. C'est 4 points de plus que le deuxième en NBA sur les playoffs. Ça faisait à peu près 18 turnovers par match, honnêtement. Donc c'est assez colossal. Et puis, en fait, ils avaient déjà peu de matériel pour attaquer et tu as éteint le peu qu'ils avaient. Parce que CJ McCollum n'a Ouais. pas été bon et a été très bien défendu. Ingram a été éteint.
Tu te retrouves juste avec Trey Murphy qui met 2-3 points, mais qui peut à peu près faire que ça. Herb Jones, des transitions, un peu de drive, mais voilà. Et des post-up de Valanciunas. En fait, t'avais ça, c'était ça le jeu offensif des Pels. T'as eu 2-3 pick and roll, mais voilà, tu fais une erreur par match, sur ça, une grosse erreur. Donc vraiment très fort. Bon, bien sûr, Dort a été exceptionnel. Chet, on l'a dit aussi, exceptionnel. Il tire à 9 sur 35 quand Chet conteste un tir près du cercle sur la série. Ils sont à 9 sur 35. C'est indécent. Sachant qu'il y a des tirs, au Valanciunas, c'est un post-up, il n'y a pas eu que des drives, il y a eu plein de choses. Maintenant, quand même, il faut mentionner que les Pels c'était bien horrible. Ils n'avaient pas de matériel, voilà, pas d'adresse. Tu vois, l'un des trucs qui me faisait un peu peur, c'est si tous leurs role-players mettaient dedans et effectivement ils pouvaient te poser problème en courant, en gagnant des ballons et en mettant dedans. Alvarado a été cataclysmique. Enfin, tu vois, il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas fonctionné pour eux. C'était vraiment très faible. Donc, dans quelle mesure, peut-être pour vous, OKC a été exceptionnel en défense, mais en même temps, les Pelicans ont été exceptionnellement nuls, j'ai envie de dire, en attaque. Enfin, il y a un peu cet entre-deux, moi, où je me dis, bon, on a été très solide, on peut pas bien faire mieux, mais les Pelicans nous ont quand même bien aidés, quoi. Ah oui, bah, le manque de shot-making des Pélicans, évidemment que ça aide, surtout quand tu as CJ McCollum, qui est l'option un peu laissée. Tu vois, on a beaucoup ciblé Ingram, mais McCollum, oui, on l'a bien défendu, mais il avait l'opportunité de nous sanctionner plus souvent qu'il ne l'a vraiment fait. Bah, c'est un peu comme nous, où, les Pélicans ont beaucoup ciblé Shea, et du coup, ta deuxième option, Jalen Williams, a plus d'espace. McCollum, c'était leur deuxième option. Il n'a pas sanctionné, donc tant mieux pour nous. Mais surtout, là, je suis sur la shot chart de la série. Le code couleur est très simple. Les Pélicans, en termes de réussite, sont en vert à mi-distance et en rouge sur tout le reste. Donc, quand tu es beaucoup moins efficace que la moyenne sous le cercle et à 3 points, c'est quand même vachement compliqué de mettre des points. Et la plus haute marque des Pélicans sur cette série, c'est 92 points. Donc, vraiment, on était sur des séries guerre de tranchées années 2000. Là, c'était sympa. En vrai, il y avait des scores, c'était horrible. Hein. Il y avait des scores au premier quart-temps, là. T'avais 15-15 au bout de 8 minutes. Tu sais, oui, le Game 1, c'était sympa. Mais ouais, Constant avait sorti la stat au bout du Game 3 sur les Pélicans qui n'avaient jamais passé la barre des 30 points sur un quart-temps. Après le Game 4, la stat est toujours valable. Hein. Ils en ont mis 28 dans le troisième quart, les Pélicans, sur ce match. Ils étaient pas loin. Mais finalement, ils n'auront jamais passé les 30 points sur un seul quart-temps de la série. Assez compliqué pour gagner des matchs. Hein. Et oui, c'est dû aux deux. C'est dû à OKC qui a très bien défendu et qui a très bien ciblé les gros manques des Pélicans. Ouais. Donc les points les plus rémunérateurs, tu les as pas accordés aux Pélicans et tu leur as laissé que des miettes, quoi. Ouais. Après, c'est sûr que tu l'as dit, Pierre, ça aurait été une toute autre chose si les shooters ouverts avaient mis leur 3 ou s'il y avait eu un petit peu plus d'adresse en transition. Et ça fait un petit peu la transition pour un petit peu, pas mon inquiétude, mais ma question pour la suite. Est-ce que, parce que face à une bonne défense, on a toujours su s'adapter, on a toujours pour l'instant su s'adapter et trouver une solution pour marquer plus que l'adversaire. Mais, oui, certes, notre défense a été excellente, vous l'avez bien dit, mais face à des ball handlers mauvais, très bien cadenassés individuellement, et une adresse, comme je l'ai dit, abominable, une attaque globalement abominable des Pels, au deuxième tour, face à une équipe comme les Clippers ou les Mavs, ça va pas être la même histoire. Parce que les ball handlers et les shotmakers, tu as du Luka Doncic d'un côté, tu as du Kawhi ou du Harden ou du Paul George de l'autre, et les role-players qui rentrent leur tir, tu as du Norman Powell d'un côté, et tu peux avoir des joueurs comme Kyrie Irving, je sais pas, le role-player, Kyrie role-player. Kyrie Irving, mais même un Kleber, il peut te mettre des 3, même si en vrai, là, les Mavs sont pas super adroits à 3 points. On sait qu'ils sont en capacité d'en mettre. Par exemple, Washington, il fait pas une super série, mais il peut te mettre des 3 points. Et on va voir si on va réussir à contenir plus ou moins les joueurs qui font le jeu, donc Irving ou Kawhi, Harden, et essayer de faire en sorte qu'on ouvre le moins d'espace et essayer de faire en sorte que les role-players et les joueurs ouverts à 3 points mettent le moins de tirs possible. Parce que là, ça va pas être la même chose. Et c'est sûr que face aux Pels, ça pouvait pas arriver parce que de 1, on a bien cadenassé les ball handlers, et de 2, les Pels n'étaient pas un tir ouvert à 3 points.
Ouais, là tu passes au niveau 2 là. Là tu passes au t'étais au niveau 1 où il y avait Ah bah oui. là il y Ouais, avait c'est un ça. niveau 1 où tu avais juste un créateur C'est à ça. stopper un petit peu et pas trop dur et des roleplayers qui mettent pas C'est forcément ça. dedans. Là tu passes au niveau 2 avec potentiellement deux ou trois créateurs élites par équipe. Enfin on va dire deux créateurs élites et des roleplayers qui potentiellement peuvent te sanctionner. Là t'es au niveau 2, on verra le 3 si on y arrive et ce que ça va être. Mais ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi. Là, tu as été très aidé par la match-up qui, au final, je pense que les Pels étaient l'une des équipes les plus faibles à l'ouest, en tout cas, sur ce début de playoff. Bon, il y a les Suns qui ont été très mauvais, mais après, sur le reste, les Pels, c'était quand même bien moche. Donc, ouais, non, je suis d'accord avec toi et que j'ai confiance dans le fait qu'on va savoir s'adapter, mais il va falloir être bien plus solide pour s'ajuster match après match, pour collectivement répondre à l'enjeu qu'il y aura, parce que, comme tu l'as bien dit, les équipes sont bien plus structurées pour aller chercher quelque chose, les Mavs et les Clippers, hein. C'est clairement des équipes qui jouent très haut, peut-être plus que nous au début de saison d'ailleurs. Donc vraiment, il va falloir être bien plus prêt. Après, ils sont en train de se tirer bien dans les pattes, on verra qui y aura sur le terrain, notamment pour les Clippers. Mais ouais, clairement, il y aura d'autres steps et tu pourras moins cacher de joueurs aussi, quoi qu'il arrive sur ces équipes-là. Là, bon, t'étais plutôt tranquille, hein, tu pouvais laisser des joueurs un peu seuls et tout. Et tu vois quand même que dès qu'un Najee Marshall met des tirs, et ben, le match il change, hein. Tu peux prendre un momentum parce qu'il est vite chiant à jouer, quoi. Donc il faudra faire attention à ça, effectivement. Bah, le fameux Pick Your Poison, il va Ouais. être plus compliqué face aux Clippers Ah ce là match, hein. oui. Le supporting cast, c'est pas le même du tout, ouais. Puis oui, les Pels, c'était ouais, je pense, la moins bonne équipe de l'Ouest. C'est vrai que les Suns, c'était pas terrible aussi, mais j'avoue que perso, j'étais impressionné par les Wolves, surtout Ouais, moi aussi. plus que Mm, déçu mm, mm. par les Ouais. Suns. Là où le Thunder, c'est vraiment bien. Et Kamel a raison dans le chat, on n'a pas été peut-être assez mis en avant. Le Game 4 qui est sur NBA TV, par exemple, bon, nous, en tant que Français, on s'en fout un peu, mais c'est vrai que le Game 4 sur Gulli, ça va 2 secondes, mais c'est un match de playoff, les mecs, quoi, ça va. Mais ouais, non, oui, ça va être plus dur disons que là, on a eu le niveau facile du tu choisis qui va te sanctionner. On avait Alvarado qu'on a ignoré totalement, par exemple. Voilà, on n'avait pas de souci avec ce niveau-là. Contre les Clippers sous les Mavs, ça va pas être la même chanson. Mm, mm, mm. Ouais, je Mm. suis d'accord avec toi. Ton inquiétude, peut-être, Tom, à toi? Est-ce que t'en avais une autre ou ta question d'ailleurs? Bah, mon inquiétude, aucune, on va être champion, mec. Mais non, mais non, mais c'est vrai que j'avoue que bah, après ça va rejoindre, je pense, la tienne, Pierre, mais c'est l'impact du banc qui est pas. Alors, le banc est forcément moins utilisé qu'en saison régulière, ça c'est le cas pour toutes les équipes. Mais tu vois, je suis pas sûr qu'on va tant réduire notre nombre de joueurs dans la rotation que ça. Genre, Kenrich est déjà quasiment sorti et Gordon Hayward, ça pue, hein, pour lui. Franchement, à moins que la prochaine série il nous surprenne, mais là pour l'instant c'est quand même très décevant. Mais là où d'autres équipes réduisent leur rotation mais comptent sur un groupe de 6, 7, 8 joueurs vraiment forts, genre les Nuggets qui sont champions l'an dernier, ils ont leurs 5. Et après, ils ont Bruce Brown, Christian Brown et même Jeff Green qui apportait des bonnes minutes. Ouais. Là, au KC, je ne sais pas qui en sortie de banc va pouvoir faire ça. Kayson Wallace, je suis assez serein. Il a fait plutôt une bonne série et il a l'air plutôt viable en playoff. Aaron Wiggins, à voir. Mais tu vois, un Isaiah Joe, par exemple, tu vois, en régulière, quand il rentrait pas ses tirs, il arrivait quand même à être positif dans le sens où il était très actif. Il attaquait le cercle, Mm. il proposait beaucoup off-ball, même défensivement, c'était viable. Là, sur la série, les matchs où il n'a pas rentré ses tirs, bah, notamment ce Game 4, il est transparent. Il y a beaucoup moins d'activité et il est quasiment pas utile sur le terrain parce qu'il apportait même pas tant de spacing que ça. Ce qui était très curieux, les Pélicans défendaient Guidi de manière honnête, mais défendaient pas Isaiah Joe comme un shooter élite. C'est vrai que c'était très bizarre comme adaptation. Mais tu vois, si un Isaiah Joe commence à être pas très viable en playoff et qu'on galère à lui donner des minutes où il va être impactant, bah l'impact en sortie de banc va être assez réduit. Mhm. Face à des équipes, bah, on a dit Clippers Mavs, des mecs en sortie de banc, bah, Norman Powell aux Clippers déjà, ou même Westbrook, c'est des mecs qui ont vraiment de l'impact, même un Amir Coffey par exemple, tu vois. Et côté Mavs, ils ont des mecs, Tim Hardaway Jr. qui est le 6e homme attitré par exemple. Ça peut faire mal, ça peut faire mal à ce niveau-là. Donc ouais, la sortie de banc, je me pose des questions parce qu'on n'a pas vraiment enfin, au moins 2 gars vraiment sûrs qui peuvent choper au moins 15-20 minutes sur des matchs de playoff.
Non, mais c'est mon point, hein. C'est exactement pareil. J'ai pas été convaincu par notre banc. Alors, il a pas été négatif, on l'a dit dans le chat. On n'a pas perdu les minutes avec le banc. Quand t'as J-Dub qui prend un coup, Cason Wallace, il fait très bien l'affaire. C'est un bon suppléant, etc. Il n'y a pas de souci. Mais t'as peu de joueurs qui sont vraiment sortis de leur boîte, qui ont été vraiment un factor sur un match, qui ont fait basculer même un match, j'ai envie de dire. Euh, Ça manque un joueur qui peut te prendre 30 minutes si tu as besoin parce que les autres sont pas bons. Et honnêtement, pour l'instant, il n'y a personne qui sort Josh Giddey de la rotation, qui sort Josh Giddey du 5 final. Honnêtement, hein, je vois pas qui tu peux forcément mettre, etc. J'ai bien aimé Cason Wallace des deux côtés du terrain, mais c'est pas le joueur le plus quantitatif, c'est plus qualitatif avec lui, j'ai envie de dire. Il va te faire 2 sur 3 au tir, 3 bonnes défenses, etc. Mais tu fais jouer 15 minutes. Wiggins a été intéressant, il y a eu du déchet des fois, mais il peut toujours t'apporter cette petite étincelle, c'est toujours Aaron Wiggins. Et après le reste, ouais, Jay Will, on en a parlé, intéressant, mais tu restes limité avec lui, comme on l'a dit. Et Kenrich est un peu sorti de la rotation, a pas apporté. Isaiah Joe, tu l'as bien dit Tom, il joue 13 minutes en moyenne sur la série, il finit à 5 sur 14 à 3 points. Il n'a pas eu d'impact, alors que c'était peut-être lui qu'on avait espoir qu'il débloque des situations comme au match 1 où personne met rien. Vas-y, mets des tirs, c'est ton rôle, etc. Et après, Hayward, ben oui, physiquement, il a apporté, défensivement, etc. Et je vous ai trouvé un peu dur dans les débriefs disant qu'il a été transparent, mais c'est vrai. Après, j'ai l'impression que des fois, on veut pas lui donner la balle. C'est autre chose. Soit il l'a, il veut pas jouer, soit on veut pas lui donner. Il y a eu des extra passes qui ont été loupées pour lui, assez flagrantes pour moi sur les premiers matchs. Et après, encore une fois, je crois qu'il y a une action, je sais plus si c'est le 3 ou 4, mais je crois que Constant, le LT l'a dit, il ose même pas driver sur Alvarado pour le finir dessus. Enfin, tu vois, on n'est pas encore sur un joueur qui a repris confiance complètement, j'ai l'impression. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi sur le banc. C'est pas une inquiétude, mais ça me questionne. Et ça sera peut-être l'une des limites qu'en cas de sortie de playoff, on pourra dire bon, il te manque quand même un ou deux joueurs avec un impact fort en sortie de banc, comme peuvent l'avoir beaucoup d'équipes à l'ouest actuellement, je trouve. Ouais, complètement. Je l'avais aussi en point à revoir. Globalement, défensivement, j'ai trouvé le banc intéressant, comme la globalité du Thunder en général, hein. Voilà, très bon dans l'impact, le seul et les choses qu'on voit pas dans les stats. Mais offensivement, c'était vraiment en deçà, notamment par rapport à la saison régulière, où en fait, en saison régulière, le banc apporte globalement 35 points en moyenne. Et là, sur la série, c'est seulement 18 points. Donc, tu as vraiment eu un manque d'apport offensif de la part du banc. Voilà, tu as Cason Wallace, Isaiah Joe et Aaron Wiggins, ils ont tous été en dessous de leur standard à 3 points. Même si c'est des standards qui sont assez hauts, parce que c'est plus de 40%, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'a un petit peu manqué, où je me suis moins dit, ah là, Isaiah Joe, il enchaîne 2-3 points, ça permet de relancer l'équipe. Aaron Wiggins, 2 gros drives, ça fait du bien. On a moins eu cette sensation-là. C'est d'ailleurs Jalen qui finalement fait une bonne série à 3 points. Bon, il fait 4 sur 7, hein, mais bon, c'est toujours ça. Mais comme tu le dis, Pierre, c'est pas une peur, mais ça a le mérite d'être discuté et on peut se questionner à ce niveau-là, Mm. même si on a toujours dit qu'on avait un effectif assez deep, certes, mais finalement, est-ce qu'on aura un ou deux joueurs qui vont vraiment réussir à step up en sortie de banc? Ça, on le verra sur la prochaine série. Mm. Bon, désolé tout le monde pour les bugs, c'est pour ça que j'ai dit à Charlie de Ouais. reprendre. Désolé, Je l'entends en désolé, même temps que vous, comme c'est moi qui diffuse. Je désolé, sais quand ça désolé. bug, vous inquiétez pas. Comme je vous l'ai dit au début, on réessaye pour faire les lives à 3, c'est plus compliqué qu'à 2, donc c'est un peu moins stable, c'est un peu plus compliqué. Puis Charlie Lee est dans des pays sombres. Non, c'est pas vrai, il est avec des connexions moindres. Désolé. Non, messieurs, je pense on peut conclure là. Bon, c'était très cool de parler avec vous de ce match 4 et plus globalement de la série. Merci à tous ceux présents dans le chat. Et merci à tous, en tout cas, de votre soutien sur ce début de playoff, parce que les débriefs ont très bien marché pour voir qu'ils ont une durée de vie de quelques jours au final. Ils ont très très bien marché. Il y a plein de nouveaux qui sont arrivés, donc bienvenue à vous. Même sur YouTube, Twitch, etc. Bienvenue à vous. Petite stat quand même, que j'ai regardé, il y a 40% des gens qui regardent la vidéo qui sont pas abonnés. Donc abonnez-vous. Voilà, c'est le truc que disent souvent les youtubeurs, mais je le fais aussi, abonnez-vous, abonnez-vous partout, toutes les plateformes, etc. On va essayer de continuer ces débriefs sur le second tour qui arrivera dès la semaine prochaine normalement. On a un petit peu de repos encore une fois, il faudra garder le rythme pour nous, pour les joueurs, bien entendu.
Et puis profitez des autres matchs de playoff et on se retrouve très vite. Salut à tous. Salut. Salut.